Bonjour, bienvenue sur le podcast de la Réflexiothèque. Je suis Gwenaëlle, accompagnante des parcours personnels et de votre base arrière, et je vous présente la suite de Mission Famille, mon podcast sur la gestion de l'absence pour les familles de militaires. Aujourd'hui, c'est le 5e épisode de Mission Famille. Si vous tombez sur cet épisode au hasard, mais que la question de la gestion de l'absence est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande de tout reprendre depuis le début, ce sera plus facile de me suivre en vous familiarisant avec le cycle émotionnel du déploiement. Dans cet épisode, j'ai choisi de parler des émotions. J'ai décidé de consacrer un épisode complet à ce sujet, car ça me semble être une corde indispensable à ajouter à votre arc. Lors de ma conférence, je n'avais pas suffisamment de temps pour bien aborder le sujet, donc je suis ravie de pouvoir disposer de cette liberté aujourd'hui. La gestion des émotions, c'est une leçon que j'apprends personnellement depuis des années, et c'est pas fini. La plus longue de toutes peut-être, car c'est une déconstruction de tout ce qui m'a été appris que je dois faire. J'espère parvenir à vous donner un aperçu de comment vivre avec elles et s'en servir pour avancer. On a vu que le cycle du déploiement était, je le répète, un processus fait de hauts et de bas, et qu'en être conscient et l'accepter sans dramatiser allait nous aider à le traverser. Parce qu'on n'est de toute façon pas des machines, on ne peut pas être heureux 24 heures sur 24. Il y aura forcément des émotions moins agréables que d'autres, comme dans la vie normale. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces émotions ? Je n'ai pas de domaine d'expertise dans la vie, mais les émotions et ce qu'on en fait, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Je suis peut-être un peu bizarre, mais c'est vraiment un truc que j'ai étudié très sérieusement, en cherchant des références autant en philosophie qu'en psychologie ou en éthologie. Je milite depuis des années pour leur retour en grâce et pour qu'on leur laisse leur place dans nos vies, et surtout dans celle de nos enfants. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique, et mon but étant de vulgariser les concepts, j'ai décidé de vous parler de ces émotions, comme j'en parlerai à mes copines. Mais rappelez-vous qu'une bibliographie est disponible sur le site de la Réflexiothèque, qui peut vous permettre de creuser tout ce qui se rapporte à ce podcast. Je ne sais pas si ça vous concerne, mais je crois qu'on est nombreux à être très mauvais en émotions. Nos parents étaient rarement des as, nos grands-parents, j'en parle même pas. Notre manière de réagir et de jongler avec elles nous a été inculquée par nos éducateurs. Et le plus souvent, il y a posé dessus un genre de verrou inconscient qui nous oblige à les vivre, mais sans trop déborder. Alors déjà, on les flanque dans 2 catégories. Il y en aurait des bonnes et des mauvaises. C'est peut-être notre première erreur. Car toutes les émotions ont leur importance et même leur fonction. Quand vous pleurez, potentiellement, vous pouvez susciter la compassion des autres. Quand vous vous fâchez, vous envoyez un signal. Vous montrez votre désir de faire respecter vos limites, par exemple. Vos émotions sont utiles. Elles disent quelque chose de vous et elles disent quelque chose de vous aux autres. Deuxième erreur, la plupart d'entre nous y consacrent des moyens très limités. Au mieux, on a quelques techniques pour nous calmer dans les moments difficiles. C'est déjà pas mal. C'est vrai, parfois, on n'a pas d'autre choix. Il faut pouvoir passer à autre chose rapidement. Il ne faudrait pas pour autant que cela devienne une habitude, car comme on l'a vu, notre cerveau nous encouragera dans cette facilité. Lui, il a besoin de réagir vite, et il préférera le raccourci à l'analyse. N'empêche, il y a des moments où on peut consacrer un peu de son temps à ses émotions pour les creuser, et ça devrait faire partie de notre hygiène mentale. On nous répète souvent 5 fruits et légumes par jour, mais aucun message pour nous inviter à prendre soin de notre mental. Il serait temps d'y réfléchir. Parce que, malheureusement, les petites techniques ressemblent plus à des manières de leurrer ou de minimiser l'impact de nos émotions. Sur le long terme, c'est pas viable. Se regarder dans un miroir, questionner son émotion, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que si on creuse, on trouve quelque chose. Une chose à laquelle il va falloir répondre, quelque chose dont il va falloir s'occuper. Un besoin, un désir, un manque, une blessure, une faille. On utilise en majorité 3 stratégies inefficaces pour gérer les émotions, la purge, la maîtrise ou la compensation. En bref, on se dit qu'en pleurant un bon coup, ça va passer, donc on lâche complètement les vannes. On se dit qu'en se maîtrisant et en se retenant, l'émotion va disparaître. Ou bien, on s'oblige à faire autre chose pour ne plus y penser. Au final, on se retrouve à se laisser déborder ou à ne pas s'autoriser à les exprimer
ou encore à les éteindre avec de la nourriture ou du divertissement, comme s'il fallait à tout prix ne surtout pas leur laisser une place. De quoi a-t-on peur alors? Est-ce que parfois, accepter de ressentir de la tristesse ne serait pas plus simple que de mettre en place 3 stratégies qui nous empêchent de la regarder en face? Est-ce que cette acceptation ne nous permettrait pas d'avancer vers une meilleure écoute de nous-mêmes et de nos besoins? Car oui, on va aller droit au but. Le principe de base avec les émotions, c'est de les accepter, sans en faire un tabou ni un drame, mais de vivre avec. Plus facile à dire qu'à faire, on le sait bien, mais on va quand même essayer de réfléchir à tout ça. C'est le docteur en psychologie Jack Van Hiller qui va me servir de guide dans ce chapitre, avec son livre « La nouvelle gestion de soi ». Mettons-nous d'accord pour diviser les émotions en 2 grandes familles, les agréables et les désagréables. Tout de suite, on a posé les bases. Elles sont riches et nombreuses, faciles à vivre ou pénibles, mais elles ont toute leur utilité. Le petit hic, vous le constatez, c'est qu'on a beaucoup plus de problèmes à laisser s'exprimer notre peur, par exemple, que notre joie. Alors, quoi faire de nos émotions désagréables? Pour illustrer mon propos, je vais imaginer une situation, un petit scénario, qui va nous servir de fil conducteur. Et je prends un exemple qui sort volontairement de notre petit cadre de famille de militaires. Imaginons que je vais devoir présenter un projet à mes collègues, et je sens que je suis en train de paniquer. On va découper cette petite histoire en 3 phases, car une émotion, c'est aussi un processus, et avancer dans ce processus, ça s'apprend et ça se travaille. La première phase de ce processus, c'est nommer. Une émotion s'identifie, elle se nomme. En faisant cet effort de nommer, on apprivoise son émotion. Pour cette première étape, ça peut paraître anodin, mais je vous invite à enrichir votre vocabulaire concernant les émotions. Un « ça va » ou « ça va pas », c'est un peu léger pour décrire votre état. Vous méritez franchement mieux que ça. Vous trouverez sur Internet des listes d'émotions pour apprendre à mieux décrire ce que vous ressentez. Écoutons maintenant le discours intérieur de notre personnage. Je sens que j'ai le trac, j'y arriverai jamais. Je sais même plus par quoi commencer. Oh, je suis en train de me mettre la pression, je stresse. Oh là là, si je bafouille, c'est mort. Développer votre vocabulaire au sujet des émotions, apprendre à mieux les distinguer, les identifier avec précision, ça porte un nom. Ça s'appelle la granularité émotionnelle. Cette capacité vous aidera à trouver une réponse ou une action adéquate à mettre en place en fonction de l'émotion qui est venue vous envahir. Plus vous savez dire avec précision ce qui vous tourmente, plus vous êtes en capacité d'y répondre, de trouver une solution à votre problème. Deuxième phase de ce processus, l'émotion désagréable se vit. Il va falloir l'accueillir. Et là, c'est votre corps qui va parler. Vous savez que ça va être pénible, mais vous savez aussi qu'une émotion dure que quelques minutes et que vous allez lui survivre. Vous pouvez là aussi décrire concrètement ce qui advient. Vous observez et remarquez ce que l'émotion produit comme effet sur vous. Décrivez tout ça dans votre tête et jouez les témoins, comme si vous étiez votre propre sujet d'observation. Je tiens pas en place. Je sens mon cœur qui bat à fond, mes bras tremblent, mes mains sont moites. J'inspire. Je sens que la pression monte. Souffle. Relâche tes épaules. Fais le vide 2 secondes. Souffle. Allez, va boire un peu d'eau. Relis ton intro, ça va être ton tour. La 3e phase du processus, c'est le moment d'explorer cette émotion. Qu'est-ce qu'elle dit? Quel message elle m'envoie? C'est quoi son but? Qu'est-ce que je me raconte dans ma tête qui l'alimente? J'ai peur de donner une mauvaise image, j'ai pas envie qu'on me juge. C'est hyper important ce projet pour moi, je me mets la pression parce que j'ai peur de rater. Et puis j'en rajoute un peu en pensant que si je bafouille, ça risque de me décrédibiliser totalement. Après tout, c'est normal d'avoir le trac avant de s'exprimer devant des gens. Le comptable, lui, il a des tics de langage quand il est nerveux. N'empêche, tout le monde l'écoute. Lors de cette analyse, vous allez explorer l'émotion. Déterminer ce qu'elle vous adresse comme message. Ce sur quoi elle veut attirer votre attention en vrai. Et vous allez aussi débusquer ce qu'on appelle les distorsions cognitives. On en a déjà parlé dans un autre épisode au sujet du stress. C'est toute la mécanique qu'on met en place pour bien aggraver son cas quand on va mal. Vous vous souvenez de mon image du hamster qui s'essouffle pour nous ruiner le moral? On avait parlé de la pensée en tout ou rien, lorsqu'on voit le monde en noir ou en blanc sans nuancer. On peut aussi se regarder exagérer, dramatiser. On peut s'entendre se comparer négativement aux autres. En bref, on va apprendre à démasquer notre petit poison intérieur, ce petit poison dans nos pensées pour mieux nous en détourner. Il faut que je leur présente ce projet. J'y crois, moi. J'ai bossé dessus, je vais faire ça bien.
J'ai le trac, ok, ça va me permettre de rester bien focus et ça me donne un petit coup de boost avant de grimper les marches. Allez, hop! Dans ces conditions, si on l'accepte, si on l'observe et si on décide qu'elle est là, qu'elle a le droit, et que c'est pas un problème, l'émotion disparaît plus vite que si on la contient. L'émotion, c'est un peu comme le stress, c'est normal, c'est pas un drame. Moins on la dramatise, mieux on la traverse. Elle va colorer notre expérience, ce qu'on est en train de vivre. Elle va aussi nous donner des informations, des messages internes, des sensations physiques. Puis, on va lire ces informations, s'observer en train de vivre cette émotion, et tout ça, ça nous permettra de venir vers le besoin, de nous diriger vers une action à mettre en place pour aller mieux. Alors, dit comme ça pourrait paraître simple. Mais il y a un quatrième temps qui demande plus de ressources. Il va nous falloir trouver la juste dose entre l'expression salvatrice et la manifestation excessive qui renforce. Les recherches scientifiques menées en psychologie montrent que les croyances populaires, par exemple autour de la purge des émotions, ne sont pas toujours exactes. En fait, il ne suffit pas de pleurer tout son saoul pour aller mieux, ou de vider toute sa colère d'un coup pour passer à autre chose. Inviter quelqu'un à frapper un objet pour se vider de sa violence ne fait que la renforcer. Il peut se produire l'inverse de l'effet recherché si le flux des pensées liées à l'émotion n'est pas structuré. Si on n'apprend pas à se parler, à relativiser, à tirer des leçons de notre expérience émotionnelle et à mettre en place des actions pour y répondre, l'émotion peut se renforcer, on a du mal à se sortir de notre boucle. Dans notre exemple sur le trac, le discours intérieur de la personne qui doit s'exprimer en public est dans l'acceptation. À la fin de sa prestation, ce discours peut encore évoluer. C'est vrai que c'était tendu au début. J'ai eu l'impression que j'allais pas arriver à passer au-dessus de mon stress. Alors quand j'ai commencé à me tourner vers le tableau, j'ai senti que si je me focalisais sur mon projet, mon envie de rassembler mon équipe autour de moi, ça me galvanisait. Fallait juste que je respire un peu et que je laisse passer les premières minutes. Donc, si on résume ce processus, mon émotion, je l'identifie, je la nomme. Puis, je décris comment elle occupe mon corps, quelles sensations y sont associées, et je m'observe. Ensuite, je me demande qu'est-ce que me raconte ma tête qui alimente ou aggrave mon état. Je détecte les biais et je redirige mon attention afin de déterminer ce que voulait dire cette émotion réellement. Pour finir, je me l'autorise, je l'accepte dans mon registre, car je sais que je peux la vivre sans sombrer et qu'elle me dit quelque chose sur moi. Accepter ces émotions est accessible. Il n'en reste pas moins qu'un travail de réflexion, de retour, de gestion d'émotions est nécessaire. C'est lui qui permettra d'apprendre sur soi et de possiblement mettre en place des stratégies ou des actions pour mieux vivre ces émotions la prochaine fois. Pendant la mission famille, je vous invite à porter ce regard sur vos émotions et dans un premier temps, d'apprendre à les accepter. Si vous êtes parent, vous aurez cette occasion de vous entraîner avec vos enfants. Vous allez devoir accompagner leurs émotions. Ça peut être intéressant de faire ce travail autour des émotions ensemble, car vous avez un train d'avance pour les aider. En tant qu'adulte, vous avez un vocabulaire plus riche, vous pouvez les aider à mettre des mots sur ce qui les affecte. Le fait de laisser une place aux émotions ne veut pas dire qu'elles vont vous envahir, mais que vous allez composer avec elles. Vous pouvez transmettre ça à vos enfants. Avec vous-même et vos enfants, en un mot, montrez-vous empathique. Soyez patient et traitez-vous, vous et les autres, avec douceur et compréhension. Il y a des jours où ce sera plus dur que d'autres, c'est vrai. J'ai parfois l'impression que c'est le principal problème dans la vie. On a des niveaux d'énergie variables et on n'a pas toujours cette énergie adéquate. En tant qu'adulte, un bon exercice consiste à avoir la même bienveillance qu'avec votre meilleure amie. Lorsqu'elle s'effondre, vous la soutenez normalement. Vous ne lui en remettez pas une couche en la culpabilisant. Ayez ces égards avec vous-même. N'oubliez pas que vous réagissez à un événement, que les hauts et les bas sont acceptables. Ça ne définit pas qui vous êtes. Avec votre enfant, essayez de vous mettre à leur place. Parfois, montrez qu'on comprend que l'émotion est normale dans telle ou telle situation, qu'on l'accepte, qu'on l'a observée, ça suffit pour qu'il se calme. Comme je l'ai dit dans un épisode précédent, vous découvrirez peut-être les vertus insoupçonnées de l'écoute. Écouter votre enfant dans son émotion lui permet souvent de la traverser sans dégâts ni escalade. En fait, partager ses émotions avec un parent, ça inscrit dans la normalité. On y revient toujours. Pendant toute la durée de l'absence, nous guiderons nos enfants, mais rien ne nous oblige à nous montrer comme des monstres invincibles.
On peut, tout est question de dosage, dire que papa et maman aussi sont parfois tristes, parfois fâchés. Dans les yeux de votre enfant, ça vaudra un « j'ai le droit ». Ça sera l'occasion d'un échange pour leur montrer ce que vous faites vous, en tant que grand, pour laisser passer la vague et remonter à la surface après. N'oubliez pas de le valoriser, de remarquer ses efforts, de souligner les bons moments. Les enfants ne sont pas à l'abri du biais de négativité. Vous verrez, en s'intéressant aux états émotionnels de vos enfants, c'est votre connexion entre vous qui va se renforcer et vous pourrez éviter ces deux modes de réaction. Le premier mode, c'est celui qui consiste à balayer d'un revers de la main les problèmes qui surgissent et se dire qu'on n'a pas de pouvoir. On aura tendance à baisser les bras, à lâcher du lest, à laisser l'orage passer en se disant que ça s'arrangera avec le retour. Le second mode de réaction sera de mettre tout ce qui se passe exclusivement sur le compte de l'absence de son parent. On verra tout au travers du prisme de la mission et au final, des étapes de développement normal de l'enfant passeront pour des conséquences de l'absence. Dans les deux cas de figure, on manque notre cible, soit en minimisant, soit en dramatisant. C'est en leur offrant un espace sécurisant où ils se sentent écoutés et leur ressenti reconnu que vos enfants vont apprendre à développer leur propre mode mission. Montrez-leur le chemin vers les émotions. Faites ce chemin avec eux, car c'est en vous voyant vous-même réagir à cette absence qu'ils vont apprendre à composer avec le changement et les transitions. Et ça leur sera utile toute leur vie. D'ailleurs, j'ai tendance à penser que c'est le job des parents d'accompagner les émotions de leur enfant. Il ne verra pas ça à l'école, une fois assis sur sa chaise et soumis aux multiples sollicitations des copains et de la maîtresse. Je pense que c'est un des apprentissages qui met le plus le parent à l'épreuve, car il nous met face à nos propres émotions et surtout, il nous met face à nos lacunes sur le sujet. Tous les enfants vivent des émotions, mais les enfants de militaires font l'expérience de pression supplémentaire. Les déménagements, les mutations, les séparations, le stress engendré par leur style de vie atypique. Ces modifications parfois régulières du fonctionnement de la famille et de l'organisation quotidienne vont vous demander une attention particulière et une implication plus forte, notamment dans ce que vous allez transmettre comme modèle d'adaptation au changement. Le mode mission ou la mission famille, comme je l'appelle, c'est une compétence supplémentaire, un outil à modeler en famille comme un couteau suisse que vous enrichirez de toutes vos expériences. On apprend au fur et à mesure des épisodes que notre mission famille va nous demander de nous préparer, certes, mais quelque part aussi de nous coacher pour finalement développer de nouvelles compétences. Et là, on vient d'en voir une, ensemble, une méthode pour traiter nos émotions. C'est ce talent qu'il faut aux conjoints militaires, savoir s'adapter au changement, mais aussi aider notre famille à faire de même. Tout ce travail va être tourné vers un but. Continuer à être une famille malgré l'absence, en somme, maintenir, renforcer et faire vivre le lien entre vous. Ce sera l'objet du prochain épisode du podcast Mission Famille de la Réflexiothèque. N'hésitez pas à partager mon travail s'il vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ce podcast vous a été proposé par la Réflexiothèque. L'ensemble de mon podcast est protégé par le Code de la propriété intellectuelle.